Chaque jour, dans le monde entier, des usines produisent des dizaines de millions de rouleaux de papier toilette. À cet instant même, quelque part sur la planète, un immense complexe industriel crache des milliers de rouleaux par minute pour alimenter une demande mondiale qui ne dort jamais. Ce simple rouleau blanc posé tranquillement dans ta salle de bain fait partie d'une industrie colossale qui pèse des milliards de dollars, consomme des ressources équivalentes à des millions d'arbres chaque année, emploie des centaines de milliers de personnes et s'appuie sur certaines des technologies de fabrication du papier les plus sophistiquées jamais développées. C'est un objet tellement banal que la plupart d'entre nous ne lui accordent pas une seconde de réflexion. Et pourtant, il représente l'un des produits les plus essentiels de la civilisation moderne, touchant la vie de milliards de personnes chaque jour. Mais voici la question que presque personne ne pose. Comment un arbre vivant, dressé dans une forêt, devient-il ce rouleau de papier toilette doux et absorbant que tu attrapes sans même y penser? Le besoin de se nettoyer après être allé aux toilettes est aussi ancien que l'humanité elle-même. Nos ancêtres étaient ingénieux et utilisaient tout ce que la nature mettait à leur disposition. Mais l'histoire du papier toilette, tel que nous le connaissons aujourd'hui, commence il y a des milliers d'années dans la Chine antique, là où le papier lui-même a été inventé. Dès le VIe siècle, des dignitaires de la cour impériale chinoise utilisèrent du papier à des fins d'hygiène personnelle, même si, au départ, il s'agissait d'un luxe strictement réservé à la famille impériale et à l'élite. Des archives historiques du XIVe siècle révèlent que des ateliers chinois produisaient déjà du papier toilette à grande échelle, fabriquant des millions de feuilles par an, rien que pour la cour impériale. Pendant ce temps, en Europe et sur le continent américain, les populations se débrouillaient avec des solutions beaucoup moins raffinées. Pendant des siècles, la civilisation occidentale s'est contentée de feuilles, de mousse, de rafles de maïs, de vieux chiffons, de journaux ou, littéralement, de tout ce qui était disponible et bon marché. Le tournant survient au milieu du XIXe siècle, lorsqu'un entrepreneur américain nommé Joseph Gayety voit une opportunité. En 1857, Gayety lance aux États-Unis le premier papier toilette commercialisé, vendu sous forme de feuilles plates, médicamenteuses, imprégnées d'aloès, auxquelles il attribue des propriétés thérapeutiques. Son nom est fièrement imprimé sur chaque feuille. Mais la véritable révolution arrive quelques décennies plus tard, avec l'invention et le brevet du format en rouleau perforé, à la fin du XIXe siècle. Cette innovation, en apparence, très simple, combinée à l'essor rapide de la plomberie intérieure et à l'importance croissante accordée à l'hygiène personnelle au début du XXe siècle, transforme le papier toilette d'une curiosité étrange en une nécessité absolue du foyer, au point que plus personne ne peut imaginer vivre sans. Aujourd'hui, le voyage de la forêt jusqu'à la salle de bain ne commence pas par l'abattage aléatoire de n'importe quel arbre, mais par des plantations soigneusement gérées, spécialement conçues pour la production de papier. Il ne s'agit pas de détruire de très anciennes forêts primaires. L'industrie s'appuie principalement sur des espèces à croissance rapide, comme l'eucalyptus dans les climats chauds ou différents types de pins dans les régions tempérées, cultivés dans des plantations qui fonctionnent davantage comme des exploitations agricoles que comme des forêts naturelles. Ces arbres poussent vite et atteignent une taille exploitable en environ 5 à 10 ans, selon l'espèce et les conditions de croissance. Lorsqu'ils sont coupés, de nouveaux plants sont immédiatement replantés à leur place, créant un cycle continu et renouvelable. La foresterie moderne utilise des technologies de pointe pour maximiser l'efficacité et la durabilité. Des drones équipés de caméras multispectrales survolent d'immenses plantations et fournissent des images détaillées montrant quels arbres poussent de manière optimale et quelles zones nécessitent une attention particulière. Des satellites offrent une vision encore plus large, suivant les cycles de croissance saisonniers et aidant les gestionnaires à décider précisément quand et où récolter. L'objectif est un équilibre environnemental. Les jeunes arbres en pleine croissance
absorbent en réalité plus de dioxyde de carbone que les arbres mûrs. Ce cycle de coupe et de replantation, lorsqu'il est géré de façon responsable, peut donc contribuer positivement au stockage du carbone. En outre, les exploitants responsables laissent intactes des bandes de végétation native à travers leurs plantations, créant des corridors naturels qui offrent un passage sûr à la faune, maintiennent la biodiversité et préservent la santé écologique de la région. Lorsque vient le moment de la récolte, le travail est pris en charge par des machines que l'on pourrait sans exagération qualifier de robots forestiers. Ces abatteuses sont des engins gigantesques qui combinent une puissance brute avec une précision étonnante. Chacune est construite autour d'un bras articulé massif équipé de dispositifs de coupe hydraulique et de pinces mécaniques. Les voir à l'œuvre, c'est assister à un véritable exploit d'ingénierie. La machine s'avance vers un arbre, et ses capteurs pilotés par ordinateur mesurent le diamètre et la hauteur en quelques millisecondes. Le bras mécanique se déploie, saisit fermement le tronc avec des pinces hydrauliques et actionne une puissante scie circulaire qui tranche la base en quelques secondes. Mais l'abatteuse ne s'arrête pas là. En soulevant l'arbre abattu, un système de débranchage intégré arrache toutes les branches en un seul mouvement fluide, puis une autre scie découpe le tronc en billes, précisément calibrées. Le tout en moins de 60 secondes entre le premier contact et les grumes prêtes à être transportées. L'opérateur est assis dans une cabine climatisée, perché en hauteur sur la machine, entouré d'écrans qui affichent des cartes numériques de la forêt, des données de position en temps réel et même des algorithmes prédictifs qui optimisent le schéma de récolte afin de minimiser le compactage du sol et l'impact environnemental. La cabine est dotée de systèmes de suspension avancés qui absorbent les vibrations, rendant un travail potentiellement très rude, étonnamment confortable. Détail intéressant en matière d'efficacité. Les grumes les plus droites, les plus régulières, avec un minimum de défauts, sont généralement réservées à des usages de plus grande valeur comme le bois de construction ou le mobilier haut de gamme. Les arbres présentant des nœuds, des formes irrégulières ou d'autres imperfections qui les excluent de ces marchés premium sont, en revanche, parfaits pour la production de pâtes. Cela signifie qu'à l'échelle de l'industrie du bois, pratiquement rien d'un arbre récolté n'est gaspillé. Après la récolte, d'immenses camions de transport forestier acheminent les grumes jusqu'à l'usine de pâtes, où la véritable transformation commence. La première étape est le déroulage de l'écorce, qui se fait dans des machines ressemblant à d'énormes tambours rotatifs. Les grumes y sont introduites et roulent les unes contre les autres et contre des lames métalliques soigneusement positionnées. La friction et l'impact combinés arrachent progressivement l'écorce rugueuse. Celle-ci n'est pas jetée. Une grande partie est utilisée comme combustible, brûlée dans les chaudières de l'usine pour produire l'énorme quantité de vapeur et d'électricité nécessaires au fonctionnement du site. Une partie est transformée en paillis pour le jardinage et l'aménagement paysager, bouclant une nouvelle boucle d'utilisation des ressources. Une fois débarrassées de leur écorce, les grumes pâles et propres passent dans une station de lavage où de puissants jets d'eau, des centaines de litres par minute, à haute pression, éliminent les saletés restantes, les cailloux incrustés ou les insectes ramenés de la forêt. Cette eau de lavage ne part pas simplement à l'égout. L'usine la recycle en continu, en la faisant passer dans des bassins de décantation et des systèmes de filtration qui retirent les solides, lesquels peuvent être réutilisés ou compostés. Certaines usines, très avancées, emploient même un nettoyage par ultrasons, utilisant des ondes sonores à haute fréquence pour détacher des particules microscopiques que l'eau seule ne ferait pas partir. Avant de poursuivre, les grumes doivent franchir un contrôle de sécurité digne d'un aéroport. Des détecteurs de métaux scannent chaque tronc à la recherche de clous dissimulés, de vieux fils de clôture ou d'autres objets métalliques qui pourraient s'être incrustés dans le bois des décennies auparavant. Certaines usines utilisent des systèmes de radiographie industrielle
capable de voir profondément dans les grumes et de détecter les menaces potentielles avant qu'elles n'atteignent les équipements de coupe coûteux. Un seul clou oublié peut détruire un rotor de déchiqueteuse valant des milliers d'euros et arrêter la production pendant des heures. Cette étape est donc absolument cruciale. Ensuite vient la déchiqueteuse. Et si tu t'es déjà imaginé à quoi ressemblerait un monstre mangeur de bois, c'est lui. La déchiqueteuse est en substance un énorme tambour ou disque rotatif, doté de lames en acier trempé incroyablement tranchantes. Des grumes entières y sont introduites et, en quelques secondes, elles sont transformées en copeaux de bois d'une taille remarquablement uniforme, généralement de 1 à 2 cm et demi de longueur. Cette uniformité est plus importante qu'on ne le pense. Si les copeaux sont trop gros, ils ne se décomposeront pas de manière homogène dans les étapes suivantes, ce qui produira une pâte de qualité inégale, avec certaines fibres trop attaquées et d'autres à peine transformées. S'ils sont trop petits, ils ont été inutilement pulvérisés, gaspillant l'énergie utilisée pour les créer et risquant d'endommager les fibres de cellulose. Après le déchiquetage, les copeaux tombent sur de vastes tamis vibrants qui les trient par taille. Les copeaux bien dimensionnés poursuivent leur route, tandis que les morceaux trop gros repartent pour un second passage dans la déchiqueteuse et que les particules trop fines peuvent être dirigées vers la production de granulés de biomasse compressés pour le chauffage. Les immenses tas de copeaux accumulés sont constamment surveillés pour leur température et leur taux d'humidité. Dans un grand tas, des copeaux peuvent être commencés à fermenter, voire, dans certaines conditions, s'enflammer spontanément. Des capteurs de température intégrés dans les zones de stockage alertent donc immédiatement les opérateurs en cas de montée de chaleur dangereuse. Mais voici un point essentiel à comprendre au sujet de l'industrie moderne du papier toilette. Une part significative de la matière première ne commence pas sa vie sous forme de grumes fraîches issues de la forêt. Elle arrive à l'usine sous forme de papier recyclé, compressé en balles denses empilées sur des palettes, collectées par les programmes de recyclage dans les foyers, les bureaux, les écoles et les entreprises du monde entier. Ces balles représentent du papier qui a déjà rempli une première fonction et qui reçoit maintenant une seconde vie. Lorsque ces balles arrivent à l'usine, elles sont chargées sur des convoyeurs qui les acheminent vers des lignes de tri sophistiquées. Des caméras haute résolution scannent le flux de matière à une vitesse impressionnante. Leurs logiciels de reconnaissance d'images sont entraînés à identifier différents types de papier, carton, contaminants plastiques, petits morceaux de métal provenant d'agrafes ou de trombones, et divers autres matériaux qui ont échappé au tri initial. Des jets d'air comprimé, déclenchés à la milliseconde près, expulsent les éléments indésirables hors du tapis roulant, tandis que le papier exploitable continue sa route. Ce niveau de contrôle des contaminants est essentiel, car même de minuscules quantités de plastique ou d'adhésifs peuvent gâcher des lots entiers de pâte et provoquer, dans le papier fini, des zones dures, des taches ou des points de faiblesse structurels. Le papier recyclé qui passe cette étape de tri entre ensuite dans le processus de mise en pâte, dans d'énormes cuves appelées pulpeurs, pouvant contenir des milliers de litres. Ces récipients sont remplis d'eau, puis le papier recyclé y est déversé et violemment brassé par de puissantes turbines rotatives qui créent des courants turbulents dans tout le volume. En 15 à 30 minutes, les fibres de papier absorbent l'eau et gonflent. L'action mécanique déchire la structure du papier et, progressivement, l'ensemble se transforme en une soupe fibreuse, une suspension de fibres de cellulose individuelles dans l'eau. Mais un problème se pose. Ce papier recyclé est couvert d'encre d'impression, de divers adhésifs provenant d'étiquettes et de rubans, et éventuellement d'autres contaminants. Éliminer ces impuretés est crucial. C'est ce qu'on appelle le désancrage. Le désancrage moderne repose sur une combinaison de chimie et de physique. Des enzymes et des produits chimiques soigneusement sélectionnés sont ajoutés au pulpeur
pour détacher les particules d'encre de la surface des fibres sans les abîmer. Puis vient le procédé ingénieux de flottation. De l'air est injecté sous forme de millions de minuscules bulles dans la suspension. Ces bulles ont une affinité naturelle pour les particules d'encre, qui s'attachent à leur surface et remontent à la surface de la cuve. Là, elles forment une mousse sombre, qui ressemble presque à de la mousse de cappuccino. Cette mousse chargée d'encre est continuellement écumée et retirée. Fait intéressant, l'encre récupérée n'est pas nécessairement jetée. Une partie peut être traitée et réutilisée comme pigment dans d'autres produits industriels, refermant encore une boucle dans la chaîne du recyclage. Après le désancrage, la pâte passe par plusieurs étapes de lavage, traversant des centrifugeuses tournant à très grande vitesse qui séparent les fibres plus propres de l'eau contaminée, puis des bancs de filtres à membrane aux pores de plus en plus fins, qui capturent des particules toujours plus petites. À chaque étape de lavage, la pâte se rapproche un peu plus de la suspension de fibres pures et propres, nécessaire à la fabrication d'un papier de qualité. La pâte recyclée présente d'importants avantages environnementaux. Elle utilise nettement moins d'eau que la production de pâte vierge et, selon certaines études, permet d'économiser environ 40% d'énergie, puisqu'on saute toute l'étape de dégradation de la structure de lignine du bois. Cependant, il y a un revers. Chaque fois que le papier est recyclé, les fibres de cellulose deviennent plus courtes et plus faibles. Après 5 à 7 cycles de recyclage, elles sont trop courtes et trop endommagées pour donner un papier utilisable. C'est pourquoi il faut ajouter en permanence de la fibre vierge au cycle pour maintenir la qualité. Pour la filière de pâte vierge, les copeaux de bois entrent dans le cœur du procédé de mise en pâte chimique. Les lessiveurs ou digesteurs. Imagine des autocuiseurs de la taille d'un bâtiment, hauts de plusieurs étages, construits en acier résistant à la corrosion et capables de supporter des pressions internes considérables. Les copeaux sont chargés dans ces digesteurs avec une liqueur de cuisson soigneusement formulée, contenant des produits chimiques comme l'hydroxyde de sodium et le sulfure de sodium dans ce qu'on appelle le procédé Kraft, qui produit la pâte la plus solide. Les digesteurs sont hermétiquement fermés. La température interne grimpe aux alentours de 170 degrés Celsius et la pression atteint 10 fois la pression atmosphérique ou davantage. Dans ces conditions extrêmes, pendant plusieurs heures, les produits chimiques pénètrent au cœur de la structure du bois et attaquent la lignine, qui est en quelque sorte la colle naturelle liant les fibres entre elles. À mesure que la lignine se dissout, les fibres de cellulose se séparent, transformant les copeaux solides en une bouillie de fibres libérées. Les usines modernes sont devenues extrêmement efficaces pour récupérer et réutiliser ces produits chimiques de cuisson. Après la digestion, la liqueur épuisée, désormais foncée à cause de la lignine dissoute et d'autres composés extraits, est collectée et envoyée vers une chaudière de récupération. Là, l'eau est évaporée, la matière organique restante est brûlée pour produire de la chaleur et de l'électricité pour l'usine, et les produits chimiques inorganiques sont récupérés, réactivés et renvoyés dans les digesteurs pour cuire de nouveaux copeaux. Ce système de récupération permet de récupérer plus de 95% des produits chimiques, réduisant drastiquement l'impact environnemental et les coûts d'exploitation. Une fois les fibres séparées, elles conservent encore une teinte brunâtre due à la lignine résiduelle et à d'autres composés naturels. Pour obtenir la pâte blanche éclatante que les consommateurs attendent de leur papier toilette, la pâte passe par une séquence de blanchiment. Le blanchiment moderne est très différent des anciens procédés agressifs au chlore gazeux. Aujourd'hui, les usines utilisent principalement de l'oxygène, du peroxyde d'hydrogène et du dioxyde de chlore, en étapes soigneusement contrôlées. Ces composés décomposent efficacement les molécules colorées sans trop endommager les fibres de cellulose, produisant une pâte d'un blanc brillant, propre, sûre et prête à être transformée en papier tissu. À ce stade, les deux flux convergent. La pâte recyclée et la pâte vierge
arrivent à l'étape de mélange, où elles sont combinées dans des proportions variables selon les spécifications du produit final. Un papier toilette haut de gamme, ultra doux, peut contenir une proportion plus élevée de fibres vierges pour maximiser la résistance et la douceur, tandis qu'une marque plus économique s'appuiera davantage sur le contenu recyclé pour réduire les coûts. La pâte mélangée est ensuite fortement diluée avec de l'eau, jusqu'à obtenir un mélange composé typiquement de 99% d'eau et d'1% seulement de fibres solides, formant ce que les spécialistes appellent la pâte d'alimentation de la caisse de tête, mais qu'on peut imaginer comme une soupe de fibres très liquide. Ce degré de dilution est crucial pour l'étape suivante, la machine à papier, et c'est là que la véritable magie opère. Les machines modernes de fabrication de papier tissu sont de véritables merveilles d'ingénierie, dépassant parfois 100 mètres de long, hautes de plusieurs étages, et capables de produire du papier à des vitesses difficiles à concevoir. Certaines tournent à plus de 100 km/h, ce qui signifie que la bande de papier se déplace plus vite que le trafic sur une autoroute. Le processus commence à l'extrémité humide de la machine, où la pâte diluée est amenée dans un composant appelé la caisse de tête. Celle-ci distribue uniformément la pâte sur toute la largeur de la machine, qui peut atteindre 3 à 6 mètres, de façon à ce que chaque centimètre reçoive exactement la même quantité de fibres. Cette distribution uniforme est essentielle pour produire un papier aux propriétés constantes d'un bord à l'autre. La pâte sort de la caisse de tête sur une toile en mouvement, appelée toile de formation, qui est en réalité une fine toile synthétique, techniquement très élaborée, percée de minuscules ouvertures. Au fur et à mesure que la pâte se répand sur cette toile en mouvement, plusieurs phénomènes se produisent simultanément. La toile vibre légèrement, ce qui aide les fibres individuelles à s'entrelacer au hasard pour former une nappe qui donnera sa résistance au papier. Parallèlement, la gravité et des systèmes de vide installés sous la toile aspirent l'eau vers le bas à travers le maillage, amorçant le processus de déshydratation. Lorsque la feuille de papier fraîchement formée atteint la fin de la section de formation, quelques secondes plus tard seulement, compte tenu de la vitesse, sa teneur en eau est passée d'environ 99% à peut-être 85%, et elle possède déjà suffisamment de cohésion pour tenir en une bande continue. Ensuite, la feuille encore très humide arrive dans la section de presse, où elle passe entre d'immenses cylindres recouverts de feutres épais et absorbants. Ces presses exercent une pression énorme, mesurée en tonnes par centimètre linéaire, comprimant la feuille comme dans un gigantesque laminoir. L'eau est expulsée du papier et absorbée par les feutres, tandis que les fibres se rapprochent, augmentant la densité et la résistance de la feuille. La section de presse peut comprendre 3 ou 4 groupes de cylindres, chacun retirant davantage d'eau et consolidant encore la feuille. L'eau extraite n'est pas perdue. Elle est collectée, filtrée pour en retirer les fibres résiduelles, puis renvoyée vers les étapes précédentes du processus pour être réutilisée. Après le pressage, le papier contient encore environ 50 à 60% d'eau, ce qui semble beaucoup mais représente une amélioration spectaculaire par rapport à l'état initial. Vient ensuite la partie la plus énergivore du procédé, le séchage. Dans la section de séchage, la feuille de papier serpente autour d'une série de cylindres chauffés à la vapeur, à la surface polie comme un miroir. À l'intérieur, de la vapeur à haute pression maintient les cylindres à des températures de l'ordre de 120 à 130 degrés Celsius, voire davantage. À chaque fois que la feuille s'enroule autour d'un cylindre, la chaleur se transmet au papier et fait s'évaporer l'eau restante. Une machine typique peut compter 40 ou 50 de ces cylindres, souvent disposés en 2 rangées. La feuille passe de l'un à l'autre, perdant un peu plus d'humidité à chaque contact. La vapeur produite est captée par de puissants systèmes de ventilation qui contrôlent l'humidité dans le bâtiment. La chaleur nécessaire à ce séchage représente l'un des plus gros postes de consommation d'énergie de l'usine.
ce qui explique pourquoi de nombreuses installations brûlent leurs propres déchets de biomasse, écorce, poussière de bois et matières organiques issues de la station d'épuration pour générer la vapeur dont elles ont besoin, rendant le processus plus autonome et plus durable. Mais l'étape la plus cruciale pour transformer un simple papier en véritable papier toilette s'appelle le crêpage. À la fin de la section de séchage, la feuille est pressée contre un dernier cylindre hautement poli, appelé cylindre Yankee, souvent le plus gros cylindre de toute la machine, pouvant atteindre 5 à 6 mètres de diamètre. Le papier est maintenu contre ce cylindre par la pression et parfois par une fine couche d'adhésif. Puis, à mesure que le cylindre tourne, une lame d'acier flexible montée contre sa surface vient littéralement racler le papier et le détacher. Ce raclage, qui se produit des milliers de fois par seconde au passage de différentes sections de la feuille sous la lame, crée d'innombrables microplis et ondulations dans la structure du papier. Ce sont ces minuscules plis qui donnent au papier toilette sa texture douce et souple, ainsi que sa légère élasticité lorsqu'on tire dessus. Surtout, le crêpage confère au papier son volume et son pouvoir absorbant. Ces microplis créent d'infimes poches d'air dans toute la structure, augmentant considérablement la surface disponible pour absorber l'humidité. Le crêpage fragilise aussi légèrement la feuille, de sorte qu'elle se désagrège relativement vite au contact de l'eau et sous l'effet de l'agitation, ce qui est indispensable pour éviter que le papier toilette n'obstrue les fosses septiques et les canalisations. L'importance du crêpage peut être réglée avec une grande précision en ajustant l'angle et la pression de la lame, ce qui permet au fabricant de calibrer finement l'équilibre entre douceur, résistance et capacité d'absorption pour différentes gammes de produits. Après le crêpage, la bande de papier tissu continue vers les étapes de finition. Dans la section de calendrage, elle peut passer entre d'autres cylindres polis qui lissent la surface et contrôlent précisément son épaisseur finale, appelée le caliper dans le jargon industriel. Certains produits haut de gamme reçoivent à ce stade un léger gaufrage. Des cylindres gravés pressent des motifs décoratifs à la surface du papier. Ces motifs, fleurs, vagues, formes géométriques ou textures abstraites, ont un rôle à la fois esthétique et fonctionnel, rendant le papier plus attrayant tout en augmentant légèrement son épaisseur et sa capacité d'absorption. Pour le papier toilette parfumé, c'est aussi à cette étape que l'on applique le parfum, généralement sous forme d'une fine brume de composés aromatiques qui libéreront leur odeur lorsque le papier sera déroulé. Enfin, la large bande de tissu est enroulée sur d'énormes mandrins pour former ce qu'on appelle des bobines mères ou bobines jumbo. Ces gigantesques cylindres de papier peuvent mesurer 3 à 6 mètres de large et peser plusieurs tonnes. Ce sont des produits intermédiaires, la forme en vrac qui sera ensuite convertie en rouleaux individuels vendus en magasin. La transformation de ces bobines mères en rouleaux de papier toilette prêts à la vente se déroule dans une zone séparée appelée ligne de conversion, et c'est un processus d'une rapidité et d'une précision remarquables. Plusieurs bobines mères sont montées sur de grands dérouleurs et la feuille de chaque bobine est tirée simultanément. Pour un papier toilette double épaisseur, 2 couches sont combinées. Pour un produit triple épaisseur, 3 couches sont superposées. Ces couches sont assemblées par une pression parfaitement contrôlée entre des cylindres et parfois par une très petite quantité d'adhésif doux appliqué pour les maintenir ensemble de façon durable. La bande multilayer passe ensuite dans une station de perforation où des lames rotatives ou des systèmes laser créent les lignes de micro-coupes qui délimitent chaque feuille. L'espacement de ces perforations est soigneusement calculé à partir d'études de marché sur ce que les consommateurs considèrent comme la taille de feuille idéale. Le contrôle qualité à ce stade inclut des tests manuels réguliers. Des opérateurs tirent sur le papier pour vérifier que les feuilles se séparent facilement aux perforations, sans se déchirer prématurément ni exiger trop d'efforts. La bande continue multi-épaisseur arrive ensuite aux stations d'enroulement,
où elles s'enroulent autour de petits tubes en carton qui deviendront les mandrins des rouleaux individuels. Ces tubes sont eux-mêmes fabriqués à partir de papier recyclé et conçus pour se dégrader avec le papier lorsqu'ils finissent dans l'eau. Dès qu'un rouleau atteint le diamètre cible, des systèmes automatiques le mesurent avec précision, puis déclenchent le mécanisme de coupe. Selon la conception de la ligne, cette coupe est assurée par des lames circulaires tournant à des milliers de tours par minute ou par des lasers de haute précision capables de trancher plusieurs couches de papier sans contact physique. La coupe prend une fraction de seconde et le mandrin suivant est déjà en place pour commencer un nouveau rouleau, créant un flux continu de rouleaux de papier toilette fini avançant sur la ligne. Le contrôle qualité dans une usine de papier tissu moderne est incessant et hautement sophistiqué. Des caméras haute résolution montées au-dessus de la ligne de production capturent des images de chaque rouleau au moment où il passe. Des systèmes de vision par ordinateur analysent ces images en temps réel pour détecter d'éventuels défauts visibles, déchirures, taches, enroulements irréguliers ou perforations insuffisantes. Tout rouleau qui échoue à ces tests visuels est automatiquement éjecté de la ligne avant d'atteindre l'emballage. Mais l'assurance qualité va bien au-delà de l'inspection visuelle. À chaque équipe, des échantillons sont régulièrement prélevés sur la production et emportés au laboratoire de l'usine pour des tests détaillés. Des essais de résistance à la traction mesurent exactement la force nécessaire pour déchirer le papier dans le sens de la marche et dans le sens transversal, afin de garantir qu'il est assez solide pour l'usage, mais pas au point de ne plus se désagréger dans l'eau. La douceur est évaluée à l'aide d'instruments spécialisés qui quantifient de façon objective les propriétés tactiles du papier, même si de nombreuses usines continuent de faire confiance aux testeurs humains formés qui comparent simplement les échantillons au toucher, car, au final, c'est la perception humaine qui compte. Des tests d'absorption mesurent la vitesse à laquelle le papier absorbe l'eau et la quantité totale de liquide qu'il peut retenir. Les tests de désintégration sont cruciaux pour le papier toilette. Des échantillons sont placés dans des récipients d'eau qui sont ensuite secoués ou agités pour simuler ce qui se passe dans une chasse d'eau ou une canalisation. Et les techniciens observent la rapidité avec laquelle le papier se fragmente en petits morceaux. Un papier qui ne se désagrège pas suffisamment risque de provoquer des bouchons et des refoulements dans les installations de plomberie des clients, entraînant plaintes et problèmes de responsabilité. D'autres tests mesurent la blancheur afin d'assurer la constance de la couleur d'un lot à l'autre, évaluent la biodégradabilité en vérifiant le degré de décomposition lors d'un compostage contrôlé et incluent même des panels sensoriels où des personnes évaluent la sensation du papier sur la peau, recherchant d'éventuelles aspérités, une peluche excessive ou d'autres caractéristiques désagréables. Lorsque les rouleaux ont passé avec succès toutes les vérifications, ils sont acheminés vers la zone d'emballage, où ils sont regroupés en lots multiples, comme ceux que tu vois en magasin. Des systèmes automatisés comptent précisément le nombre de rouleaux pour chaque format de paquet, 4, 6, 12, 30, selon les marques et les marchés. Les rouleaux sont disposés dans leur configuration finale, puis des machines d'emballage à grande vitesse les enveloppent dans un film plastique. Cet emballage remplit plusieurs fonctions. Il protège les rouleaux de l'humidité et des contaminations pendant le transport et le stockage. Il affiche les informations sur le produit et les éléments de marque, et il est conçu pour être aussi compact que possible afin de maximiser le nombre de paquets par camion, réduisant les coûts de transport et l'impact environnemental. De nombreux fabricants sont passés à des films plus fins ou partiellement recyclés, cherchant un équilibre entre protection du produit et objectif de durabilité. Une fois emballés, les paquets sont transportés jusqu'au système de palettisation robotisé. Ces robots, dotés de systèmes de vision et d'algorithmes de contrôle très précis, saisissent les paquets selon des schémas prédéfinis et les empilent sur des palettes en bois ou en plastique, créant des charges stables contenant parfois des centaines de paquets. Chaque palette terminée
est ensuite enveloppé de film étirable qui maintient la charge solidement en place pendant le transport. Les palettes finies sont déplacées vers l'entrepôt par des véhicules autoguidés ou des chariots élévateurs, où elles attendent d'être expédiées vers des centres de distribution, puis vers des magasins de détail du monde entier. Prends maintenant un instant pour envisager ce parcours dans son ensemble. Il commence par un petit plant d'arbre planté dans une forêt gérée, qui grandit pendant des années en absorbant du dioxyde de carbone et en participant à un cycle durable. Une fois mature, il est récolté avec précision par des machines pilotées par ordinateur, transporté vers une usine, débarrassé de son écorce qui devient combustible, déchiqueté en copeaux uniformes, puis soit cuit dans des digesteurs gigantesques pour en séparer les fibres, soit combiné avec du papier recyclé, collecté après usage et minutieusement nettoyé. Ces fibres sont diluées dans des milliers de litres d'eau recyclée encore et encore, déposées sur une toile en mouvement plus rapide que le trafic autoroutier, pressées, séchées grâce à de la vapeur produite à partir des déchets de l'usine elle-même, crêpée pour lui donner cette texture si particulière, embossée de motifs délicats, enroulée sur d'énormes bobines mères, puis déroulées à nouveau pour être superposées, perforées et enroulées sur de petits mandrins. Chaque rouleau passe sous l'œil de caméras et de capteurs. Des échantillons sont envoyés au laboratoire pour des tests rigoureux. Les rouleaux approuvés sont emballés dans des paquets soigneusement conçus, empilés sur des palettes par des robots, chargés sur des camions, parcourent des réseaux logistiques complexes et sont finalement livrés dans un magasin près de chez toi. Et lorsque tu prends un paquet sur l'étagère sans même y penser, lorsque tu arraches quelques feuilles dans ta salle de bain, tu tiens entre tes mains le produit final d'une chaîne extraordinairement complexe de foresterie, de chimie, d'ingénierie, de logistique et de contrôle qualité. Cet objet ordinaire que nous tenons totalement pour acquis représente des investissements de plusieurs milliards, le travail coordonné de milliers de personnes, l'application de technologies de pointe, de la surveillance forestière par satellite aux lignes de conversion à grande vitesse, et un équilibre constant entre confort, hygiène et responsabilité environnementale à travers une sylviculture durable, le recyclage de l'eau, la valorisation énergétique et l'intégration de matières recyclées. La prochaine fois que tu attraperas un rouleau de papier toilette, tu feras peut-être une courte pause pour apprécier le voyage remarquable qu'il a accompli pour arriver jusque dans ta main. Et si tu as aimé découvrir la complexité cachée derrière cet objet du quotidien, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater nos autres plongées au cœur des procédés fascinants qui se cachent derrière les choses que tu utilises chaque jour. Va voir aussi nos vidéos sur la fabrication des essuie-tout, le parcours d'un carton d'emballage ou la technologie surprenante derrière les couches jetables. Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans une prochaine vidéo.